Bon, mais je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième séance et pour le troisième cours de cette série consacrée au réseau de neurones et aux méthodes d'apprentissage en physique quantique. Et le cours d'aujourd'hui va être consacré aux méthodes de tomographie quantique, c'est-à-dire aux méthodes qui ont pour but de reconstituer la fonction d'onde d'un système ou sa matrice densité à partir de données, qui peuvent être des données simulées ou bien des données expérimentales, comme vous allez le voir. Et aujourd'hui, donc le séminaire a lieu à 11h30 et on a le plaisir d'accueillir un des pionniers du domaine, Giuseppe Carleo, dont vous avez déjà entendu parler au cours 2, puisque j'ai longuement discuté son article 2017 qui a lancé l'étude des fonctions d'onde des problèmes à N-core et de ses représentations par réseau de neurones et méthodes d'apprentissage. Voilà, donc on est très content, Giuseppe. Merci de venir nous faire le séminaire d'aujourd'hui qui sera consacré à l'application de ces méthodes aux problèmes dépendants du temps. Je vous rappelle qu'il y a une mailing list du cours et un site web sur lesquels vous trouverez d'une part les supports, les slides des cours et d'autre part les vidéos. Et donc j'ai effectivement vérifié que les vidéos des deux premiers cours et du séminaire de Filippo Vicentini de la semaine dernière sont déjà en ligne. Alors, quand on parle de tomographie, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, revenons aux bases. Tomos, ça veut dire couper en grec. Donc, il s'agit de reconstituer quelque chose de multidimensionnel à partir de coupes et non pas à partir de projections. Donc, vous avez ici quelques exemples. Vous avez tous et toutes entendu parler de tomographie, en particulier en ce qui concerne l'imagerie médicale. Et donc, avant de vous parler de tomographie dans le contexte des problèmes quantiques à grand nombre de degrés de liberté, il faut d'abord faire un certain nombre de rappels sur ce qu'est la mesure en mécanique quantique pour avoir une idée bien claire de qu'est-ce que ça veut dire un processus de mesure. Donc je vais consacrer une ou deux slides à parler de ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une mesure en mécanique quantique? Donc, comme vous le savez bien, quand on mesure une certaine observable, on a un opérateur hermitien, en général hermitien, qui lui est associé. Cet opérateur hermitien, donc là, je l'ai appelé O, ça peut être n'importe quel observable, par exemple l'opérateur de spin selon une certaine direction. Eh bien, il a un spectre d'états propres et de valeurs propres. Donc ici, j'ai appelé oméga i les valeurs propres et j'ai donné le même nom oméga i à l'état propre. S'il y a des valeurs propres dégénérées, il faut compter plusieurs fois cet état. Et il y a deux postulats importants en ce qui concerne, au moins deux postulats importants en ce qui concerne la mesure en mécanique quantique, comme je pense que vous le savez tous et toutes. Si je mesure l'observable O, le résultat de cette mesure va être une des valeurs propres de cet opérateur, oméga i. Donc je peux observer n'importe quelle des valeurs propres, mais seulement ces valeurs propres, avec une certaine probabilité. Et la probabilité d'observer oméga i, c'est le produit scalaire de l'état psi dans lequel est mon système par le vecteur propre oméga i module carré. Alors là, j'ai supposé que le système était dans un état pur, et on va voir dans un ou deux slides ce qui se passe quand le système est dans une superposition d'états, un mélange d'états, plus exactement, décrit par une matrice densité. Simple généralisation de cette expression. Le deuxième postulat, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes en français, ou collapse of the state en anglais, qui dit que la mesure change l'état du système, et après la mesure, le système est dans un nouvel état projeté. C'est pour ça qu'on parle de mesure projective, qui est la projection de l'état psi dans lequel j'étais sur l'opérateur de projection sur le sous-espace correspondant au vecteur propre considéré. Et ici, j'ai écrit ce nouvel état comme étant normalisé de manière appropriée. Donc ça, c'est vraiment les principes de base de la mesure en mécanique quantique. Et si on considère un ensemble de mesures, eh bien, on va avoir un ensemble de résultats de ce type.
Et la question, c'est peut-on reconstituer la fonction d'onde psi, si le système est dans un état pur, par exemple, ou la matrice densité, si ce n'est pas le cas, à partir de cet ensemble de mesures. Si justement le système est dans un ensemble d'états décrits par une matrice densité, c'est-à-dire qu'il peut être dans n'importe lequel d'un ensemble d'états psi alpha avec une certaine probabilité P alpha, par exemple la matrice densité d'un système à l'équilibre, où les P alpha seraient donnés par le poids de Boltzmann associé à chaque état. Donc à la différence du cas de ce qui est écrit ici, les P alpha ne sont pas des objets quantiques, c'est le fait que je peux avoir mon système dans différents états, par exemple dans un ensemble thermique. Et bien à ce moment-là, le résultat d'une mesure, c'est tout simplement la trace de la matrice densité fois l'opérateur de projection sur la valeur propre considérée de mon observable. Donc je peux aussi écrire comme ça. C'est le résultat que vous auriez pu imaginer dans la base où la matrice densité est diagonale. Ici, j'ai écrit la matrice densité dans la base où il est diagonale. Je peux évidemment le considérer dans n'importe quelle base, cette expression indépendante de la base. Ici, je l'ai explicité dans le cas où la matrice densité est diagonale ou diagonalisée. C'est simplement les probabilités pondérées par les P alpha. La somme ici est sur alpha, il manque un indice. Et ça veut dire que si vous mesurez au cours de mesures répétées, eh bien au final, la valeur moyenne de l'opérateur que vous allez obtenir, c'est tout simplement donné par l'expression qui est là. C'est-à-dire c'est la trace de l'opérateur ρ fois la matrice densité ρ. Donc, encore une fois, le problème, c'est de reconstituer la fonction de la matrice densité à partir d'un ensemble de mesures. D'après Wikipédia, la première apparition du mot tomographie dans le contexte des systèmes quantiques est cet article. Je vous le livre sous toute réserve. Donc, de quoi s'agit-il exactement? On va se donner un certain nombre de mesures. Donc, on va répéter la mesure sur le système. Dans beaucoup de la suite de ce cours, enfin pratiquement toute la suite, en fait, je vais supposer que mon système est dans un état pur, sauf quand je vais discuter la reconstitution, la tomographie pour un seul qubit, où on va voir comment reconstituer la matrice densité. Mais pour la suite, et simplement par simplification, je vais supposer que le système est dans un état pur. Mais d'une manière générale, ce qu'on veut, c'est reconstituer la matrice densité. Donc, on va supposer que mon système sur lequel je vais faire un ensemble de mesures ne change pas, que sa matrice densité est fixée. Et sinon, évidemment, je vais avoir des erreurs de mesure, qui est une des questions du domaine, à quel point les méthodes de tomographie sont robustes par rapport aux erreurs de mesure, qui peuvent être... Oh, ça va, Henri ? Qui peuvent être soit des incertitudes expérimentales, soit le fait que l'état du système a changé. Et donc, la question qui va se poser, c'est combien faut-il avoir de mesures pour pouvoir reconstituer la matrice densité. Alors ça, c'est un problème de maths qui est relativement compliqué. Je ne vais pas forcément donner des réponses très précises dans ce cours. Le but de ce cours, encore une fois, c'est de vous donner une espèce d'introduction de survol du sujet qui vous permet plus facilement de suivre, de lire la littérature. Il est possible également que Juan Carrasquilla, dans le cours, dans le séminaire de la semaine prochaine, nous parle un petit peu de tomographie également, je ne sais pas. Alors, donc, il va falloir mesurer le système pour un certain nombre d'opérateurs. Dans la littérature sur ce sujet, on aime bien introduire une notion dont je ne vais pas beaucoup me servir, mais que je mentionne ici pour mémoire, qui est la notion de Positive Operator Value Measure, ou POVM. Donc, il est commode de choisir un ensemble d'opérateurs qu'on va donc mesurer, tel que qui soit positif semi-défini. Ça veut dire que les valeurs propres de cet opérateur sont positives ou nulles, et la somme de ces opérateurs est l'identité, de sorte qu'il y a une complétude de cet ensemble dans l'espace de Hilbert.
On va voir des exemples dans la suite. Alors, il y a différentes méthodes de tomographie. La plus qui n'utilise pas les réseaux de neurones, le sujet a une histoire assez ancienne. Il y a une méthode qui est de reconstruire la matrice densité par inversion directe de la relation entre une mesure, le résultat d'une mesure, et la matrice densité, donc on appelle quelquefois la règle de Born, dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, vous pouvez regarder cette équation comme un système linéaire. Vous connaissez les opérateurs M. Vous mesurez PI au cours de mesures répétées, c'est-à-dire vous faites plusieurs fois la mesure du même opérateur M, qui est donc dans mon POVM, et vous en déduisez les PI, ou la valeur moyenne de l'opérateur. Et cet ensemble d'équations est un système linéaire. Si vous avez suffisamment de mesures, c'est-à-dire autant de résultats qu'il y a d'éléments inconnus dans la matrice densité, vous pouvez reformuler cette équation sous une forme en réarrangeant les lignes et les colonnes de cette équation comme un système linéaire avec une matrice à inverser. Si vous avez suffisamment de mesures, la matrice peut être inversible et vous obtenez la matrice densité par inversion directe. Alors, comme on va le voir tout à l'heure sur un exemple concret, vous avez des mesures sur différentes observables. Il n'y a rien qui garantit que pour un nombre fini de mesures et avec des incertitudes expérimentales, la matrice densité que vous obtenez est une bonne infidée matrice densité, c'est-à-dire qu'elle est positive, semi-définie, de trace 1, etc. Enfin, de trace 1, cette équation doit le garantir, mais en tout cas positive, pas forcément, si vous inversez directement cette équation pour un ensemble fini de mesures. On verra tout à l'heure pourquoi sur l'exemple d'un seul qubit. Alors vous voyez que si vous voyez ça comme un système d'équations linéaire, un système linéaire, la matrice densité a priori contient, disons, de l'ordre du carré de l'espace de Hilbert, un nombre d'éléments qui est de l'ordre du carré de l'espace de Hilbert, et donc a priori vous devez mesurer le carré, un nombre de quantités qui est le carré de la dimension de l'espace de Hilbert. En gros, alors il y a une question de normalisation, mais enfin en gros c'est ça. Donc par exemple, si vous avez n qubits, ça veut dire que vous devez faire 2 puissance 2n mesures. Et donc vous voyez que c'est un problème très méchant, puisqu'il croit, comme le carré de la taille de l'espace de Hilbert, 2 puissance 2n, et donc ça a un coût exponentiel. Alors je vais vous donner un petit peu une discussion plus concrète de ça sur l'exemple d'un seul qubit. Donc prenons l'exemple d'un seul qubit. Donc c'est un système qui a 2 états. Je crois qu'ici je les appelle 0 et 1, ou plus et moins. Plus et moins. Voilà. Donc 2 états. Et quelles sont les propriétés de la matrice densité? Bon, la matrice densité est hermitienne, elle a une trace égale à 1, et elle est positive semi-définie, c'est-à-dire que si je regarde, si je la sandwich entre 2 vecteurs, quel que soit ce vecteur, j'obtiens un résultat positif ou nul. Ces valeurs propres sont positives ou nulles. Donc, étant donné ces conditions, vous pouvez écrire une paramétrisation de cette matrice densité pour un seul qubit en termes de 3 éléments réels. Et j'ai appelé ces 3 éléments réels ρ1, ρ2, ρ3, ou ρx, ρy, ρz, si vous voulez, qui forment un vecteur. Et on peut décomposer la matrice densité d'un seul qubit sur les matrices de Pauli, sur une base qui est constituée de l'identité et des 3 matrices de Pauli, qui sont appelées sigma ici dans ce transparent. Et vous voyez, c'est 1,5 de 1 plus ρ sigma, qui est bien de trace 1, puisque les matrices de Pauli sont de trace nulle, qui est hermitienne, et qui est la condition de positivité, c'est que la norme de ce vecteur ρ doit être plus petite ou égale à 1. Donc explicitement, la paramétrisation de cette matrice densité, c'est cette matrice de 2 ici, avec 1 plus ρ3, 1 moins ρ3 sur les diagonales, et puis les 2 éléments complexes conjugués, ρ1 plus i2 et ρ1 moins i2, sur les antidiagonales. Donc voilà la matrice densité d'un qubit.
avec la condition que ρ carré est plus petit ou égal à 1. Et vous pouvez vérifier que cette condition est nécessaire explicitement en calculant les valeurs propres de cette matrice, qui sont tout simplement données par 1,5 de 1 plus ou moins la norme du vecteur. Donc vous voyez que pour que ces deux valeurs propres soient positives ou nulles, il faut que ρ carré soit plus petit ou égal à 1. Cette paramétrisation est aussi très commode, puisqu'elle nous dit quelle est la condition pour que le système soit dans un état pur. Donc une manière de caractériser la matrice densité d'un état pur, c'est que c'est un projecteur sur l'état en question, donc le carré de la matrice densité est égal à ρ, ce qui veut dire que le carré du vecteur ρ est égal à 1. Autrement dit, vous pouvez vous représenter, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, vous pouvez vous représenter la matrice densité d'un qubit seul par ce qu'on appelle la sphère de Bloch, qui est dessinée ici. Donc ça, c'est simplement les coordonnées sur une sphère du vecteur ρ. Donc, il y a la surface de la sphère, ρ carré égale 1, qui correspond aux états purs. Et puis, il y a l'intérieur de la sphère, quand la norme est strictement plus petite que 1, qui correspond au mélange d'états. Donc ça, c'est la sphère de Bloch. Si je considère un état pur, je peux, à une phase globale près, toujours le paramétriser de cette manière-là. Il y a un coefficient sur plus ou 0, et un autre coefficient avec une phase sur moins. Donc cet état pur est paramétrisé par deux angles sur la sphère de Bloch. Étant donné cet état, si vous calculez la matrice densité et que vous en déduisez le vecteur dans cette paramétrisation, vous pouvez facilement vérifier que ce vecteur ρ est donné par sinus θ, cosinus φ, sinus θ, sinus φ. Donc ça, c'est sur sigma 1, sur sigma 2, ou sigma x, sigma y, et ça, c'est sur sigma z. Autrement dit, vous pouvez vous représenter ce vecteur d'état sur la surface de la sphère de Bloch, puisqu'il s'agit d'un état pur, comme étant tout simplement les angles en coordonnées polaires dans cette représentation sur la sphère de Bloch. Voilà, donc cette représentation de sphère de Bloch est très commode. L'état de base, alors là je les ai tout à coup appelés 0 et 1, mais c'est plus et moins. Le pôle nord c'est disons 0, le pôle sud c'est 1, et les processus qui consistent à appliquer un opérateur unitaire sur mon qubit consiste à faire un certain trajet sur cette sphère. Donc vous voyez par exemple ici, en bleu, ce que c'est qu'un pulse de pi sur 2 qui va me faire passer mon qubit de l'état polaire à l'état, disons, équatorial. Alors, cette représentation en termes de sphère de Bloch permet de discuter assez facilement le problème de la tomographie d'un seul qubit, donc la reconstitution de la matrice densité à partir de mesures. Donc, imaginez par exemple que vous fassiez des mesures de la polarisation du système dans une certaine direction. Donc vous prenez un vecteur unité, n, donc n c'est un vecteur unité de norme 1, donc, et vous faites des mesures sur votre système. Alors, soit vous répétez la mesure sur un qubit, mais on va peut-être imaginer simplement qu'on a n qubits préparés de manière identique, et vous faites n indice n mesures dans la direction n, c'est-à-dire que vous mesurez vos qubits, vous mesurez sur chacun des qubits le produit scalaire de n avec les matrices de Pauli. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque n, vous allez avoir deux probabilités de mesure, puisque n sigma a une matrice de 2 qui a deux valeurs propres, hein, donc mesure projective. Vous pouvez trouver un résultat qui soit up ou down, avec une probabilité que vous allez donc reconstituer par ces mesures comme étant le nombre de fois que vous avez trouvé up, normalisé par le nombre de mesures totales, et le nombre de fois que vous avez trouvé down, normalisé par le nombre de mesures totales. Si vous préférez simplement mesurer la valeur moyenne de l'opérateur n sigma, ça va être donné par cette expression-là. Donc vous voyez qu'en réalité, chaque mesure dans une polarisation donnée me donne accès à deux quantités. Donc si vous faites cette mesure sur trois axes de polarisation,
vous allez avoir 6 probabilités, 2 fois 3. En réalité, 2 fois 3, c'est surcomplet. Vous n'avez pas besoin de 2 fois 3. Vous avez simplement besoin d'un POVM. Et donc, il suffirait de 4 mesures si vous avez aussi besoin de calculer la normalisation. Mais bon, on peut supposer qu'on a mesuré les 3 opérateurs et les 6 probabilités aussi bien pour la suite. Voilà, et donc maintenant, la question, c'est, vous connaissez Cn sigma, ça veut dire que vous connaissez la projection du vecteur ρ, donc ici, il s'agit du vecteur qui paramétrisait la matrice de densité sur le vecteur unitaire n, et bien évidemment, pour pouvoir inverser ce système d'équations linéaires, il faut avoir mesuré selon 3 directions non colinéaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très souvent discuté en optique quantique, qui s'appelle aussi quelquefois les paramètres de Stokes, qui sont les mesures selon un certain nombre de directions de polarisation, de manière à pouvoir inverser cette relation. Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Je vais essayer de vous faire un petit dessin dans la mesure limitée de mes capacités de dessin. Donc voilà votre sphère de bloc, quelque chose comme ça. Votre qubit est dans un état qui est une matrice densité, donc ceci est un point qui caractérise la matrice densité qui n'est pas nécessairement sur la surface de la sphère, mais qui peut être à l'intérieur de la sphère. Et vous faites une mesure projective. Donc la première chose que vous faites, c'est que vous mesurez, disons, selon x. Et ça vous permet de localiser le plan dans lequel se trouve la matrice densité. Donc là, vous allez mesurer selon z, disons si z est l'axe vertical. Donc vous savez que votre point est dans ce plan, quelque part. Ensuite, vous faites une mesure selon un autre axe. Vous avez un plan orthogonal, disons, supposons que vous faites une mesure dans l'axe orthogonal. Et donc l'intersection de ces deux plans définit une droite sur laquelle maintenant vous savez que votre matrice densité se trouve. Et puis vous faites une mesure sur une troisième direction. Donc c'est un nouveau plan orthogonal. Je ne vais pas me risquer à le dessiner, il est disons comme ça. Et ça vous permet de localiser votre point. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Bien entendu, vous pouvez bien imaginer que pour que ce soit le plus précis possible, il est bon de choisir les vecteurs le plus écartés les uns des autres possible. X, Y, Z, c'est très bien. Et vous pouvez aussi bien imaginer que si maintenant je me risque à essayer de dessiner ce qui se passe quand il y a une incertitude sur la mesure, donc s'il y a une incertitude sur la mesure, ce qui va se passer, je vais peut-être le dessiner à côté, c'est que vous n'allez pas arriver exactement à localiser dans un plan. Par exemple, si vous faites la mesure selon l'axe Z, vous allez le mesurer, vous allez savoir simplement que votre point est dans un sandwich de ce type. Et puis ensuite, vous allez intersecter avec une autre mesure et une troisième mesure. Et au final, ce que vous allez trouver, c'est que ce que vous allez pouvoir savoir, c'est que votre matrice densité est dans une petite boule centrée autour d'une valeur moyenne. Et vous pouvez bien imaginer que cette petite boule peut, si les incertitudes de mesure sont suffisamment grandes, ou bien si le nombre de mesures n'est pas suffisamment grand, cette petite boule peut intersecter la surface de la sphère. Donc vous avez une probabilité finie de trouver, de localiser votre matrice densité comme étant à l'extérieur de la sphère de bloc. Donc cette procédure par inversion directe ne garantit pas que la matrice densité soit semi-définie positive, mais bon, c'est la vie liée aux incertitudes de mesure. Alors, donc, il y a un article qui discute ça en grand détail sur le cas d'un seul qubit que j'ai trouvé assez utile, dont je vous ai mis la référence ici, et qui compare en fait sur le cas d'un seul qubit toutes sortes de méthodes différentes pour reconstituer la matrice densité à partir des mesures, pas seulement par inversion directe, mais par toutes sortes d'autres méthodes qui ont été discutées dans la littérature. Et dans cet article, alors je n'ai pas vérifié les calculs, je dois vous l'avouer, dans ces calculs, dans cet article, l'affirmation suivante est donnée. Si vous faites 30 mesures selon chaque direction, x, y, z, et que votre matrice densité, votre système
est dans un mélange d'états tel que la matrice densité soit la moitié de l'identité, c'est-à-dire que votre vecteur ρ est 0, en fait. Vous êtes au centre de la sphère. Donc, la probabilité avec ces 3 fois 30 mesures que vous trouviez le système à l'extérieur de la sphère est simplement 3 10-7. Bon, ça, c'est bien évident, puisque d'après le dessin qui est ici, vous voyez que si votre matrice densité est là, avec un nombre de mesures raisonnable, il y a quand même très peu de chances que vous le localisiez à l'extérieur de la sphère. Mais en revanche, si vous êtes ici, donc si le système est dans un état pur sur la surface de la sphère ici, avec 30 mesures dans chaque direction, la probabilité que vous le trouviez à l'extérieur est très très élevée. Voilà. Donc la méthode par inversion directe souffre de ces problèmes-là. Et vous pouvez évaluer ça en regardant quelle est la probabilité d'une certaine mesure. Donc c'est-à-dire d'obtenir un résultat qui est, j'ai trouvé nx fois le système dans l'état up comme je mesure sur la direction x, ny fois dans l'état up comme je mesure selon y, et puis etc. C'est juste donné par la loi binomiale qui est ici. Et on peut en déduire ces résultats-là. Bon, donc ça c'était l'exemple d'un seul qubit. Et dans la littérature sur la tomographie quantique, toute une série d'autres méthodes ont été discutées pour reconstituer la matrice densité. Donc je ne vais pas les discuter dans ce cours, puisque ce qui m'intéresse, c'est de parler des méthodes utilisant les réseaux de neurones. Il y a une méthode de maximum de vraisemblance. Rien qu'au nom, vous pouvez imaginer de quoi il s'agit. Il s'agit de maximiser, plus exactement de minimiser une certaine fonction de coût soumis à une contrainte de positivité. Donc, cette fois, cette méthode va par construction nous fournir une matrice densité semi-définie positive. Il y a une méthode qui s'appelle Compressed Sensing, que je n'ai pas vraiment eu le temps d'explorer moi-même, qui, cet article-là, donne une borne sur le nombre de mesures nécessaires pour reconstituer le système avec une certaine précision par ce type de méthode, etc. Bon, donc je ne vais pas, j'en suis d'ailleurs pas capable, détailler dans ce cours les méthodes qui ont été proposées dans la littérature et qui sont nombreuses, mais je vous renvoie à la littérature pour ça. Donc maintenant, dans la deuxième partie de ce cours, qui commence maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire de la tomographie en utilisant les réseaux de neurones. Et c'est une situation assez amusante parce que la bonne partie de ce cours consiste à expliquer cet article en face de son auteur, d'un de ses auteurs. Donc effectivement, c'est un article de Giacomo Torlai et collaborateurs, dont Giuseppe, ainsi que Juan Carrasquilla, qui est notre orateur de la semaine prochaine, qui ont proposé en 2018, c'est un article qui a été produit au CCQ à New York, entre autres, proposé l'utilisation de ces méthodes de réseau de neurones pour la tomographie d'un état quantique. En fait, je ne vais pas seulement discuter cet article, je vais en discuter également deux autres. Alors, il y a un article de Juan Carrasquilla et Giacomo Torlai que j'aime bien, que j'ai déjà cité la dernière fois, qui est dans PRX Quantum il y a 2 ans, et qui est une sorte de guide sur les méthodes d'apprentissage, avec des exemples d'implémentation en utilisant différents codes, Netcat entre autres, mais pas seulement, avec différentes applications, donc qui sont l'identification, la classification des phases d'un système, la paramétrisation d'une fonction non variationnelle comme on a vu la dernière fois et comme on va encore voir dans le séminaire d'aujourd'hui, la tomographie, etc. Donc je vais prendre quelques exemples également dans cet article. Dans ces deux articles, il s'agit de reconstruction de la fonction d'onde, pas de la matrice densité, donc là on suppose que le système est dans un état pur, à partir de données simulées. Et dans cet article-là, qui a été, dont le premier auteur est encore Giacomo Torlai, en collaboration avec le groupe de Michal Utkin à Harvard, il s'agit de vraies données expérimentales sur des plateformes d'atomes de Rydberg,
Je parlerai brièvement de cet article à la fin, puisque je trouve intéressant que ce soit fait sur des vraies données expérimentales avec leurs erreurs de mesure aussi. Donc je vais surtout discuter ces 3 articles dans la suite de ce cours. Alors, comme vous pouvez bien vous imaginer, on va utiliser une représentation de ma fonction d'onde. Donc, pour toute la suite du cours, maintenant, je vais supposer que le système est dans un état pur. Je vous signalerai à la fin, mais sans le discuter en détail, la manière dont on peut généraliser ces méthodes quand le système est dans un mélange d'états, donc pour reconstituer la matrice densité. Et pour faire simple, on va commencer par étudier une classe de système pour lequel l'hamiltonien peut être ce qu'on appelle stochastique. Je ne suis pas un grand fan de cette dénomination, mais enfin, bon, elle s'est imposée dans la littérature. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hamiltonien stochastique et non pas stochastique? C'est un hamiltonien qui peut être écrit comme une somme d'opérateurs dont tous les éléments off-diagonaux sont négatifs ou nuls. Donc, dans la suite, en fait, ça sera effectivement une somme d'opérateurs qui vérifie cette condition. Donc, concrètement, H est la somme d'opérateurs. Tous les éléments off-diagonaux sont négatifs ou nuls. Bon, c'est une terminologie qui, je crois, a été introduite dans cet article de Bravey en 2015. Alors, en fait, cette catégorisation est intéressante parce que ces hamiltoniens peuvent être simulés, par exemple, par des modèles de Monte-Carlo, sans avoir de problème de signe moins. Le poids de Boltzmann est une matrice non négative. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une matrice non négative? C'est une matrice dont tous les éléments sont non négatifs. Et ça, vous pouvez facilement le voir tout simplement en développant en série le poids de Boltzmann. Et donc, vous voyez que puisque cet hamiltonien a des éléments de matrice qui sont négatifs ou zéro, il y a un signe moins ici. Donc, effectivement, tous ces éléments sont non négatifs. Et ça vous permet immédiatement de voir que l'état fondamental est une somme, peut être décomposée sur la base de calcul, disons, avec des éléments de matrice tous positifs ou nuls. En effet, si vous prenez la limite de température infinie du poids de Boltzmann, et ça c'est une chose qui est bien connue des gens qui font du Monte-Carlo sur la fonction d'onde, si vous prenez la limite de bêta infini, exponentielle de moins bêta h devient le projecteur sur le fondamental. Ça c'est très facile à prouver, au moins quand le fondamental est non dégénéré. Vous développez exponentielle moins bêta h sur une base complète d'état propre, et puis vous sortez le terme qui fait intervenir le fondamental, et tous les autres décroissent exponentiellement. Voilà, donc ça vous montre, puisque cet opérateur est non négatif, ça vous montre que la décomposition de ψ0 sur les états de base a des coefficients positifs ou nuls. Alors, un exemple, évidemment tout ça est vrai à une phase globale près. Et quand j'ai écrit cette équation, en fait, il y a une petite erreur ici, j'aurais dû faire attention à la normalisation. Il y a 1 sur la fonction de partition, il faut évidemment diviser par exponentielle moins bêta E0, sinon cette quantité-là ne tend pas vers ce projecteur, mais tend méchamment vers 0. Je corrigerai ça pour les slides sur le web. Alors, un exemple qui est à la fois très simple et très pertinent physiquement, d'hamiltonien de ce type, c'est le modèle d'Ising en champ transverse qu'on a déjà rencontré la dernière fois. Donc, vous voyez que si j'écris le modèle d'Ising en champ transverse, donc vous allez le retrouver plusieurs fois dans la suite de ce cours, avec un J antiferromagnétique positif et surtout un H que je choisis ici positif, disons. Vous voyez que cet hamiltonien est bien de ce type. Et donc le modèle d'Ising en champ transverse est un cas simple où les coefficients de la fonction d'onde sont réels et positifs ou nuls. Et cet hamiltonien du modèle d'Ising en champ transverse, il est très intéressant physiquement puisqu'on peut l'implémenter sur des plateformes qui sont des atomes de Rydberg dans un réseau, piégés dans un réseau, par exemple un réseau de pinces optiques, et je vais en parler un peu plus en détail de la physique de ces atomes de Rydberg tout à l'heure, dans quelques minutes. Alors,
donc regardons comment est-ce qu'on peut reconstruire la fonction d'onde d'un tel Hamiltonien par les méthodes de réseau de neurones. Et on va choisir, en suivant l'article de Torlai et al. 2018, on va choisir notre bonne machine de Boltzmann restreinte. Donc, on va utiliser une paramétrisation RBM de la fonction d'onde, comme on a vu en détail la dernière fois. Et ici, on n'a pas besoin de se préoccuper des phases, puisque tous ces coefficients Pθ sont positifs ou nuls. Donc, je peux décomposer la fonction d'onde sur la base qu'on appelle computational basis en général, donc sur mes 2 puissance n états de base, de cette manière-là, avec des coefficients réels ou positifs. Donc je peux les interpréter comme la racine carrée d'une distribution de probabilité. Donc je vous rappelle les notations. S ici, c'est une chaîne de qubits, disons, une qubit string. Chacune des entrées vaut plus 1 ou moins 1, ou 0 ou 1, et j'ai 2 puissance n valeurs possibles de S. Donc, dans ce cas, je n'ai pas besoin de déterminer 2 puissance 2n éléments de matrice, mais seulement 2 puissance n, seulement, entre guillemets, 2 puissance n. Le problème reste exponentiellement complexe, mais vous voyez que la simplification qui intervient, c'est que maintenant, je peux me limiter à utiliser des mesures dans la base dans laquelle j'ai écrit cette fonction d'onde, donc dans la base de calcul. Si je dois faire ça pour un Hamiltonien pour lesquels les coefficients du développement de la fonction d'onde sur cette base peuvent être complexes, il y a aussi une phase, et donc je suis obligé, comme dans le cas du qubit isolé qui est là, de faire des mesures sur d'autres directions. On le verra vers la fin du cours. Voilà, donc je représente cette probabilité Pθ de S par un poids de Boltzmann, c'est ma machine de Boltzmann. Par exemple, ici, je vous rappelle comment ça marche avec une couche cachée. Donc les S, c'est ma chaîne de n qubits, de plus 1 ou moins 1. Les H, c'est aussi des variables binaires, d'Ising, plus 1 ou moins 1. Les A sont des champs ou des biais dans la terminologie du machine learning sur la couche d'entrée. Les B sont les biais sur la couche cachée. Et les W sont les connexions entre la couche d'entrée et la couche cachée. Le mot restricted dans RBM voulant dire qu'il y a des connexions seulement entre les deux couches et pas au sein d'une même couche. Donc, comme la dernière fois et comme dans toute la suite de ce cours, l'ensemble des paramètres, je les regroupe dans une lettre unique, θ, et la distribution de probabilité, Pθ de S, qui va me donner les carrés des coefficients de cette fonction d'onde, c'est la trace sur les variables cachées de la couche cachée de Pθ de S et de H, donc qui est ce poids de Boltzmann. Alors ici, j'ai fait assez attention, peut-être par contraste avec le cours 2 la dernière fois, de bien introduire la normalisation, qui est la fonction de partition du système. Donc c'est la somme sur, j'aurais dû l'écrire, c'est la somme sur tous les S et les H de cette distribution. Et vous allez voir que c'est important, puisque dans la tomographie, il est important de tenir compte de cette normalisation quand on calcule les gradients. Alors, dans le cas d'une machine de Boltzmann, cette trace sur les variables de la couche cachée peut être faite explicitement. On l'a vu la dernière fois, tout simplement, ça nous donne le produit des cosinus hyperboliques de cette variable-là qui joue le rôle, si vous voulez, d'un angle effectif pour ce poids de Boltzmann. Alors, comme vous pouvez bien vous imaginer, ce qu'on veut, c'est donc mesurer à quel point la distribution Pθ qu'on va reconstituer est proche ou non de la distribution Q, que je ne connais pas, qui est la distribution selon laquelle les mesures ont été générées. Donc, mon système est dans un certain état, je fais un certain nombre de mesures projectives. Ces mesures projectives sont donc générées avec une probabilité Q de S qui est donnée par la règle de Born, ne connaissant pas l'état du système dans lequel mon système se trouve. Je vais donc générer ces mesures projectives, c'est-à-dire je vais mesurer
une séquence S1-Sn dans la base, qui est en l'occurrence ici, la base où j'ai aussi décomposé ma fonction d'onde, avec une certaine probabilité Q de S, que je ne connais pas. Et ce que je veux, c'est que Pθ de S, que je paramétrisais par mon réseau de neurones, soit le plus proche possible du Q de S inconnu. Alors, pour ça, j'utilise, comme on l'a fait la dernière fois, et comme il est classique dans le domaine, une notion de proximité de ces deux distributions, qui est la divergence de Kullback-Leibler, dont je vous rappelle la forme ici. Et on a discuté en détail cette divergence dans le cours numéro 1. On a vu que ce n'était pas une distance, mais que la condition que D était nul nous garantissait, si D est nul alors qu'on l'a défini sur l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire sur lesquelles on calcule cette divergence, ça nous garantit que Q égale P. Entre parenthèses, j'ai appris en lisant des choses sur le web que cette divergence de Kullback-Leibler a été introduite par M. Kullback quand il travaillait pour la NSC dans le cadre de programmes de cryptographie. Vous pouvez trouver des choses sur le site de la NSC sur ce sujet. Voilà, donc la divergence de Kullback-Leibler, on va donc l'évaluer sur les mesures qu'on a faites. Donc vous avez un certain nombre de bit strings, de séquences de bits que vous avez mesurées. Vous en avez D. Vous avez donc cet ensemble, je vais l'appeler D, et le nombre de telles chaînes de mesures, je vais l'appeler D avec une barre comme ça. Donc ce symbole-là, c'est le nombre de mesures. D, c'est l'ensemble de mes mesures. Et je calcule la divergence de Kullback-Leibler sur les données expérimentales ou les données simulées. Et donc vous voyez que, comme on l'a vu aussi la dernière fois, il y a un terme qui fait intervenir la distribution de probabilité que je ne connais pas, log de Q de sigma, mais qui ne dépend pas évidemment des paramètres de la paramétrisation que je vais utiliser. Puis le deuxième terme en dépend. Donc ma fonction de coût, c'est simplement le deuxième terme de cette expression. Et il faut donc minimiser cette fonction de coût. Donc c'est ça le but du jeu. Donc pour minimiser cette fonction de coût, on va utiliser une méthode de gradient, comme décrit lors de la séance précédente. Et il nous faut donc calculer les gradients de cette fonction de coût. Alors pour ça, je vais utiliser la notation Pθ de S égale 1 sur Z exponentielle de Eθ. Alors évidemment, si on est des physiciens, on aime bien mettre exponentielle de moins Eθ, c'est quand même un peu mieux. On va prétendre qu'on n'est pas des physiciens, je vais juste utiliser cette notation-là, ça évite de traîner des signes moins un peu partout. Eθ, c'est donc tout simplement la somme des AI ici, donc ça serait, si vous voulez, l'énergie de champ moyen de mon modèle d'Ising sur la couche d'entrée, et puis j'ai cette somme des logs coches de ces champs effectifs. Et donc vous voyez que quand vous prenez le gradient de cette quantité, il faut faire attention à la normalisation, à la fonction de partition, ici 1 sur Z. Donc vous avez un premier terme qui est le gradient de l'énergie, disons, gradient de θ, calculé pour la configuration sigma qui était dans mon ensemble de données. Et puis vous avez ici la dérivée de la fonction de partition, donc qui vous donne cette quantité-là, qui fait encore intervenir le gradient de l'énergie, mais le gradient de l'énergie moyenné sur l'ensemble des configurations possibles. Et il ne s'agit pas de l'ensemble des configurations qui sont dans mon ensemble de données. Il s'agit de toutes les configurations du système. Donc, à la différence de ce qu'on a vu la dernière fois, il faut calculer, il faut tenir compte de cette normalisation dans le calcul des gradients. Autrement dit, dans une notation un petit peu plus compacte, pour une configuration mesurée donnée, sigma, donc là, en principe, j'ai fait attention de différencier sigma, qui est une configuration dans mon ensemble de mesures, et S, qui sont toutes les configurations, qui est la base de calcul, toutes les configurations possibles de ma chaîne de n qubits. Donc vous voyez que le gradient de log Pθ, c'est le gradient de l'énergie calculé pour la configuration en question, moins la valeur moyenne sur toutes les configurations du gradient.
Et donc, comment est-ce qu'on va calculer? Alors ça, c'est relativement facile, il suffit de faire la somme. Donc, quand vous calculez la fonction de coût, qui est la somme sur sigma de tout ça, le premier terme, c'est juste la somme sur mes données. Donc ça, c'est le terme qui est ici, qui est le deuxième terme de cette expression. Oui, c'est ça. Et puis, le premier terme, il nécessite de faire un échantillonnage. Il nécessiterait en principe de sommer sur toutes les configurations, mais ça, vous n'allez pas faire. Donc, on va faire un échantillonnage de ces configurations par exemple, un algorithme de Metropolis, comme on a vu la dernière fois. Donc, je ne reviens pas sur la manière dont on fait ça. On a rapidement vu ça au cours 1, au cours 2. On génère des configurations selon une règle de Metropolis, et ça vous permet de calculer cette quantité-là. Et d'après ce que je comprends de la littérature, c'est en général ça l'étape qui est la plus lourde. Je vous rappelle également, on a vu ça la dernière fois, que dans le cas d'une machine de Boltzmann, ces gradients par rapport aux différents biais et par rapport aux connexions sont explicites, ils sont donnés par la valeur de l'entrée I elle-même ou la tangente hyperbolique du champ effectif θJ vu par le bit J de la couche cachée. Voilà, donc on connaît les gradients explicitement, mais il faut calculer ces sommes sur les données et sur les configurations. Et vous faites ça en utilisant une des différentes méthodes de descente de gradient dont on a rapidement parlé la dernière fois. Par exemple, en utilisant la méthode de gradient, la descente de gradient naturelle. On a vu la dernière fois que le tenseur métrique qui était associé à la divergence de Kullback-Leibler, c'était l'information de Fisher. On a fait ce calcul la dernière fois, ou tout au moins j'ai donné le résultat de ce calcul. Le tenseur métrique, c'est la somme sur les configurations de d log pθ, dθl, L étant une des deux directions, et d de log pθ sur dθm. Ici, on va approximer ce tenseur métrique par la somme sur les données. Et donc, au total, on a dérivé ces équations soigneusement la dernière fois en utilisant ce multiplicateur de Lagrange, si vous vous souvenez. On fait une descente de gradient, par exemple, dans cette direction-là, qui garantit une distance constante dans l'espace des paramètres. Bon, c'est un choix. Évidemment, il y a des optimiseurs plus puissants comme Adam ou Ada Delta, etc., qui sont plus état de l'art. Non, me dit Giuseppe, donc il pourra corriger ce que je dis dans son séminaire. Mais enfin, je crois que dans votre article de 2018, c'est ça que vous avez utilisé. Voilà. Pour des raisons, j'imagine que ça marche mieux. Alors, donc toujours tiré de l'article de Torlai et al. 2018, un exemple en quelque sorte jouet, on peut dire. Donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils se sont amusés à prendre cet état-là, de n qubits. Donc vous voyez que c'est un état qui est un état très intriqué, où on superpose n qubits avec une seule des entrées égale à 1, et tous également superposés. Et donc on peut s'amuser tout simplement à générer un ensemble de données par tirage aléatoire, tout simplement, et reconstituer les coefficients. Donc on veut trouver que tous les coefficients valent 1 sur racine de n, hein, ça c'est la cible, disons. Et donc vous voyez comment ça marche, en fonction ici, donc pour une chaîne de 20 qubits, donc en n vaut 20, et quand on augmente le nombre de mesures. Donc quand on fait 50, quand on a 50 échantillons, ça ne marche pas très bien. Et puis quand on augmente le nombre de mesures, ici vous voyez pour 20 000, on a une distribution quasi uniforme, et donc on a reconstitué l'état W avec une certaine fidélité. Donc ici c'est le recouvrement, donc c'est la fidélité, si vous voulez, c'est le recouvrement entre l'état que j'ai reconstitué et mon état cible W, en fonction du nombre d'échantillons dans mon tirage, et pour différentes tailles, nombre de spins ou de qubits dans mon système.
Vous voyez que quand j'augmente le nombre de données, on obtient une fidélité qui approche 1. Vous trouverez dans cet article une discussion très détaillée, en fait, de différents aspects de cette reconstruction. Il y a un supplementary material qui est très long et très bien fait, où on discute en particulier des questions d'underfitting et d'overfitting qu'on a rapidement abordé la dernière fois, etc., de dépendance dans le nombre de paramètres, de dépendance dans le nombre d'échantillons, etc. Donc, si vous voulez des détails, vous pouvez aller regarder dans cet article. Voilà, donc ça c'était un exemple un exemple jouet en quelque sorte, pour montrer que c'est possible dans son principe. Et maintenant, je vais vous parler d'applications un peu plus physiques, en particulier d'applications aux atomes de Rydberg, au réseau d'atomes de Rydberg. Donc j'en profite pour faire une petite digression pour mettre un peu de physique dans le cours, et que ce ne soit pas juste un cours de méthode numérique ou de méthode variationnelle, de vous parler un petit peu d'atomes de Rydberg piégés. Il y a une très jolie revue récente de deux maîtres du sujet, Antoine Brevès et Thierry Lahaye, qui sont à l'Institut de optique à Palaiseau, une revue récente qui donne une perspective sur ces atomes de Rydberg. Donc c'est des très belles expériences et un très beau domaine de recherche. Il y a aussi cet article ici qui s'appelle le Concise Review, qui est aussi pas mal. Donc je vous renvoie à cet article pour des détails. Donc de quoi s'agit-il? Donc un peu de physique. Donc je suppose que vous savez que les atomes de Rydberg, ce sont des atomes qui sont excités dans un état de très grand nombre quantique principal. Donc ça veut dire que mon électron va être extrêmement loin du noyau. Donc si vous ouvrez de nouveau Wikipédia, ma source favorite d'images, vous allez trouver ici l'exemple d'une orbite électronique dans l'état n égale 12. Donc vous voyez ces différentes oscillations de la fonction d'onde, avec mon électron très loin. Et ce qui est important, c'est que quand mon atome est dans son état de Rydberg, donc on va considérer un atome qui, disons, peut être dans deux états possibles. Soit il est dans son état fondamental, qui va s'appeler G, comme ground state, soit il est dans son état de Rydberg, qu'on va appeler R. Donc j'ai ces deux états. Ces deux états sont séparés par une énergie h bar oméga. Si vous voulez, oméga, c'est la fréquence de Rabi que vous allez pouvoir exploiter pour faire passer, par exemple par un faisceau laser correctement ajusté, vous allez pouvoir faire une oscillation de Rabi qui va vous passer l'atome de son état G dans son état R. Donc supposons qu'on considère deux atomes de Rydberg, deux atomes, chacun dans leur état de Rydberg R. À ce moment-là, vous voyez qu'il va y avoir un blocage, une interaction répulsive forte entre ces deux atomes, tout simplement parce qu'ils ont un rayon très grand, et donc ils n'aiment pas être près l'un de l'autre. Donc ça se traduit par une énergie d'interaction, RR, qui est en fait une interaction de type Van der Waals en 1 sur R6. Donc vous avez une interaction répulsive de Van der Waals en 1 sur R6 quand vous avez deux atomes dans l'état de Rydberg, ce qu'on appelle le Rydberg blockade, blocage de Rydberg. Et à cause de cette propriété, il a été proposé, il y a une vingtaine d'années, d'utiliser ces plateformes d'atomes de Rydberg pour faire de l'information quantique, en particulier dans ces deux articles ici. Et ce défi a été relevé par un certain nombre de groupes expérimentaux, le groupe de l'Institut d'optique étant passé maître à la matière. Il y a aussi le groupe, bien sûr, de Lukin à Harvard, qui était un des auteurs de ces deux articles. Alors ça, c'est donc un ou deux atomes de Rydberg. La chose devient fascinante quand on se met à piéger ces atomes de Rydberg pour faire des réseaux d'atomes.
Et il y a en gros 2 méthodes pour faire ça. Soit on peut faire comme dans beaucoup de systèmes d'atomes froids, des réseaux optiques par interférence de réseaux laser. Donc on crée des potentiels périodiques avec des réseaux laser qui interfèrent et on piège des atomes de Rydberg les atomes dans ce réseau optique. Soit on peut utiliser et c'est ce qui est utilisé essentiellement dans le domaine des atomes de Rydberg. Donc ce genre de choses, vous en avez, si vous suivez les cours de Jean Dalibard, vous en avez certainement beaucoup entendu parler. Je les ai abordés aussi plusieurs fois dans mes cours précédents au Collège de France. Mais pour les atomes de Rydberg, et en particulier les manipes d'Antoine Brevès et collaborateurs, ce qui est fait, c'est qu'on piège ces atomes dans des pinces optiques, ce qui permet de construire de manière très flexible et contrôlable des structures avec essentiellement à peu près n'importe quel motif de ces atomes piégés. Vous avez peut-être vu ces images, j'en ai pas mis là dans mon cours, mais ces images où on fait une petite tour Eiffel en atome de Rydberg, par exemple. Chacune de ces pinces optiques permet d'adresser chaque atome individuellement. Donc c'est ça le point fort de ces systèmes, c'est leur contrôlabilité. Alors maintenant, si je redeviens un théoricien pour quelques instants, quel est l'hamiltonien qu'on va écrire qui décrit ces atomes? Donc supposons que tous les atomes dans mon système soient soit dans l'état fondamental, soit dans un seul état de Rydberg donné R. Et donc je peux faire passer un atome d'un état à l'autre en appliquant un pulse de Rabi à la fréquence oméga. Donc, quel va être l'hamiltonien? Alors, on a vu donc, le premier point, c'est ce blocage de Rydberg et l'interaction dans der Waals. Donc, il y a une interaction entre 2 atomes distants l'un au site I, l'autre au site J de mon système. Et comme mon système est dans 2 états, je peux représenter tout simplement ça par un spin 1,5. Donc on va dire que si l'atome est dans son état fondamental, le spin est vers le bas, ou l'état est 0. Si mon système est dans l'état de Rydberg excité, le spin est vers le haut, où l'état est 1. Et donc j'ai un opérateur densité, si vous voulez, nombre, qui est tout simplement 1 si je suis dans l'état de Rydberg, et 0 si je suis dans l'état fondamental, que je peux voir comme 1,5 de 1 plus Sz, où Sz est un opérateur de la composante selon Z d'un opérateur de spin 1,5. Donc le terme d'interaction dans ce langage, ça va être la somme sur toutes les paires d'atomes de VIJ et NINJ, où VIJ, c'est mon interaction van der Waals en C6 sur R6. Donc cette interaction par elle-même, elle aurait envie de faire un état qui soit un état, disons, antiferromagnétique, où il y ait un atome dans l'état fondamental, ses voisins dans l'état de Rydberg, les voisins dans l'état fondamental, etc., en faisant par exemple sur un réseau carré un motif du type état de Néel. C'est ce que va vouloir faire ce terme ici. Et puis, il y a 2 termes qu'il faut ajouter. D'une part, il y a évidemment la différence d'énergie entre G et R, donc le detuning du système, et puis le pulse de Rabi. Et le pulse de Rabi me permet de faire passer mon système de G vers R. Donc vous voyez que cet hamiltonien réalise le modèle d'Ising en champ transverse, avec donc le champ transverse, c'est le pulse de Rabi, et avec une interaction qui n'est pas exactement entre plus proches voisins, qui est à longue portée, et qui a tendance à vouloir fabriquer l'état de Néel. Donc clairement, dans ce système, il y a une compétition entre au moins 2 phases, au moins sur un réseau, disons, non frustré. Je vais peut-être l'illustrer ici. Donc ça, c'est le type de diagramme des phases auquel vous pouvez vous attendre. En fonction du detuning, donc du champ selon Z, et du champ selon X, c'est-à-dire du champ transverse. Donc vous voyez que quand delta est très négatif, donc ici, quand delta est très négatif, j'ai envie de mettre tous mes atomes dans l'état fondamental. Et quand je réduis delta,
ou quand j'augmente oméga, je vais vouloir, ou je diminue, pardon, oméga, je vais vouloir passer dans l'état antiferromagnétique. Donc quand j'augmente delta, je peux amener le système dans l'état antiferromagnétique. Si je suis dans l'état où tout le monde est dans la direction X, je peux ramener le système dans l'état antiferromagnétique en réduisant le champ transverse oméga. Donc il y a un certain nombre de chemins que vous pouvez envisager pour amener le système de l'état où tout le monde est selon X à l'état antiferromagnétique. Et donc, une des choses qui est faite dans ces expériences, c'est de partir, par exemple, d'un état où tout le monde est selon X, et puis d'appliquer une certaine trajectoire temporelle, c'est-à-dire une certaine histoire temporelle du champ transverse et du detuning, qui sont contrôlables par les lasers, pour amener le système, pour préparer le système dans un état de Néel. C'est un type d'expérience qui peut être fait. Alors, là, j'ouvre juste une parenthèse. Ce type d'expérience pose d'ailleurs un certain nombre de questions qui pourraient aussi être l'objet d'études par des méthodes de machine learning. Par exemple, pour faire le contrôle optimal du système, amener le système dans une phase donnée en trouvant la trajectoire optimale temporelle de ces paramètres. Donc ça se relie peut-être au séminaire que va faire Giuseppe, où il va nous parler d'évolution temporelle du système. On peut vouloir, par exemple, faire un contrôle optimal de oméga de t et de delta t, informé par des mesures projectives qu'on ferait au cours de l'évolution temporelle. Donc ça, c'est par exemple un type de problème qui pourrait être abordé par ces méthodes de machine learning. Un autre type de problème qui peut être abordé, qui a commencé à être abordé par des méthodes de machine learning, c'est qu'en réalité, ça c'est la description idéale du théoricien, mais ces VIJ ne sont pas exactement connus dans l'expérience, puisque pour différentes raisons, par exemple parce que la position des tweezers, des pinces optiques, n'est pas exactement précise. Elle est très précise, mais pas exactement précise. Donc j'ai une petite incertitude sur la position de mon tweezer, donc sur la distance RJ, donc sur VIJ, ou bien parce que de temps en temps, un des atomes est dans un état du puits de potentiel de la pince optique qui n'est pas exactement celui que je voudrais. Donc j'ai une certaine incertitude sur les couplages VIJ. Et dans les comparaisons, donc il y a un très bel article relativement récent, donc qui est cet article-là, dans lequel il y a eu une comparaison entre la simulation quantique, puisque ce système était un simulateur quantique, la simulation quantique qui est faite dans ce système, et la simulation classique par des méthodes de type produit de matrice réseau de tenseurs. C'est le groupe d'Andreas Löschli à PSI en Suisse qui a réalisé ces calculs. Donc une comparaison entre les résultats de l'évolution temporelle simulés par ce simulateur quantique et les calculs classiques. Et dans cette comparaison qui est présentée ici, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous signaler un peu la manière dont les choses marchent. Dans cette comparaison, la comparaison est faite en moyennant les résultats du calcul classique sur un très grand nombre d'échantillons de tirage des VIJ qui ont un certain degré, selon une distribution qui est censée reproduire l'incertitude expérimentale sur les VIJ. Donc effectivement, la preuve de principe de l'efficacité de ces simulateurs quantiques a été démontrée dans cet article, où ils sont montrés jusqu'à 200 atomes, donc c'est quand même beaucoup de qubits. Mais il faut remarquer que c'est fait avec une moyenne statistique sur les couplages, puisque vous ne connaissez vos Hamiltoniens que vous simulez qu'avec une certaine précision ou avec une certaine incertitude. Donc une des choses qu'on peut imaginer faire, par exemple, c'est de nouveau d'utiliser des méthodes d'apprentissage informées par des mesures projectives au cours de l'évolution temporelle pour reconstituer la distribution des couplages qu'on avait dans notre expérience. Voilà, donc ça c'est des projets en cours. Il y a un article que j'ai oublié de citer qui fait ça, qui démontre la possibilité de faire ça sur des systèmes unidimensionnels, par exemple.
Donc revenons, ça c'était un peu une digression, revenons à ces histoires d'atomes de Rydberg. Donc tout ça a été pour motiver l'étude du modèle d'Ising en champ transverse. Et la question qui va se poser là, c'est supposons qu'on mesure ce système. Donc il suffit de le mesurer comme il est, c'est un Hamiltonien qui est stochastique. Il suffit de le mesurer sur la base SZ, c'est-à-dire la base tout simplement des nombres d'occupation. Donc on prend des snapshots et on regarde si le système, où sont les atomes, enfin où sont les atomes dans leur état excité, où sont les atomes dans leur état fondamental. Alors on peut faire ça sur des données expérimentales, je vais vous montrer des exemples après, mais on peut évidemment, pour faire une preuve de principe, le faire sur des données simulées. Donc maintenant, je vais vous montrer une illustration de ça en changeant un peu d'article. J'ai pris l'article de Juan Carrasquilla et Giacomo Torlai qui vous montre comment faire ça sur des données simulées en utilisant Netcat, que vous avez découvert au cours dernier grâce au séminaire de Filippo. Donc j'ai reproduit en fait un certain nombre de morceaux de code, ou plus exactement enfin, la vraie action se passe en dessous, évidemment, dans la librairie, la manière dont vous pouvez implémenter ça dans Netcat. Donc tiré de cet article-là. Donc vous voyez ici, on définit l'hamiltonien, on a un réseau carré d'atomes de Rydberg, entre guillemets, enfin, de mon modèle d'Ising en champ transverse avec une certaine décroissance des interactions, on fixe les paramètres, donc L égale 8, V égale 3, donc ça c'est en mégahertz, oméga égale 1, delta égale 2, vous définissez les paramètres. Ici vous définissez la fonction d'onde, la paramétrisation de votre fonction d'onde, donc vous choisissez un RBM avec des paramètres réels, puisqu'on n'a pas besoin de s'occuper de la phase pour ce problème. Vous définissez votre échantillonneur, donc ici ça va être l'échantillonneur de Metropolis. Le paramètre alpha ici c'est la densité de mon réseau, donc c'est le nombre de neurones dans la couche cachée divisé par le nombre de neurones dans la couche d'entrée, c'est-à-dire le nombre de qubits dans mon système, et le carré. Vous définissez votre optimiseur, donc ici dans cet exemple c'est Ada delta qui a été choisi. Vous initialisez le processus et il y a un certain nombre de paramètres ici qui sont le nombre d'échantillons dans l'ensemble des données, le nombre d'échantillons que vous allez générer par Metropolis, puisqu'on a vu qu'il fallait calculer le gradient sur un certain nombre d'échantillons générés par Metropolis. Vous spécifiez qu'il n'y a pas de rotation de base, de nouveau, parce que c'est le modèle d'Ising en champ transverse, etc. Et puis finalement, vous faites cette reconstitution tomographique de la fonction d'onde. Et donc voilà des résultats qui concernent, alors comment est-ce qu'on va regarder cette fonction d'onde à la fin? On peut regarder sa fidélité, mais on peut aussi faire des mesures d'opérateurs, de valeurs moyennes d'opérateurs sur la fonction d'onde. Et donc ici, vous avez l'énergie totale, l'aimantation selon Z et l'aimantation selon X, qui sont comparés entre la reconstitution de la fonction d'onde par RBM et les calculs DMRG sur ce système. Vous voyez qu'on reconstitue ces observables avec une bonne précision. Ça, c'est des exemples que j'ai tirés de l'article de Torlai et Giuseppe et al. De 2018. De nouveau, une comparaison des mesures de sigma Z et sigma X en fonction du champ transverse. Et puis ici, pour une chaîne unidimensionnelle alors c'est le modèle d'Ising en champ transverse avec interaction plus proche voisin, c'est pas Van der Waals, mais bon, c'est similaire. Vous avez ici une représentation pour une chaîne linéaire de 100 spins, des fonctions de corrélation, sigma I, sigma J, selon Z. Donc, ça, c'est les résultats d'une simulation Monte-Carlo. Et ça, c'est la reconstitution de cette fonction de corrélation une fois la tomographie effectuée. Et donc, vous êtes censé
être content de voir que ces deux images sont similaires. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer comment ça marchait sur un cas simple, relativement simple, où on n'a pas besoin de se préoccuper des phases. Et maintenant, je vais juste vous donner un peu des idées sur comment on fait quand on a les phases, puis finalement terminer le cours en ouvrant sur des directions dont je n'aurai pas vraiment le temps de parler en détail, mais plutôt pour vous suggérer des lectures additionnelles. Donc le cas général où l'hamiltonien n'est pas stochastique nécessite de reconstituer les phases. Donc ça veut dire que maintenant, votre fonction d'onde que vous allez utiliser, c'est non seulement un coefficient positif ici, mais aussi une phase. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Donc on avait vu la dernière fois qu'on pouvait apparemment, moi ça me stresse toujours un peu, mais enfin qu'on pouvait apparemment fermer les yeux et mettre des coefficients complexes dans la machine de Boltzmann. Donc ça c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, qui est ce qui avait été fait dans l'article que je citais tout à l'heure, c'est de considérer deux machines de Boltzmann indépendantes, une qui va me servir comme ce que je viens de discuter à paramétriser l'amplitude, et une qui va me servir, dont le log va me servir à paramétriser la phase. Bon, donc ça, c'est une autre manière de faire. Et le point important, c'est que comme je l'ai illustré au début du cours, sur l'exemple d'un seul qubit, c'est qu'il faut évidemment se donner des mesures dans différentes bases, pas seulement la base de calcul. Donc maintenant, ma fonction de coût va être une somme sur les mesures qui, dans le sous-ensemble des mesures dans mon ensemble complet de données correspondant à une certaine base B. Voilà, donc je généralise la fonction de coût de cette manière-là. Et quand vous allez calculer les gradients, donc tout se reproduit en fait, à ceci près que quand vous allez calculer les gradients, vous devez faire une transformation de la fonction d'onde, paramétrisée de cette manière, qui nous fait passer de la base de calcul à la base B dans laquelle vous avez fait vos mesures. Donc il faut appliquer un opérateur unitaire, ce qui est une opération possible quand la transformation de base entre la base de calcul et la base dans laquelle les mesures sont faites est suffisamment locale. Évidemment, si cette transformation est très non locale, le calcul de cette matrice, de cette rotation unitaire devient très lourd. Bon, alors ça, c'est quelques illustrations tirées toujours du même article. Ça, c'est de nouveau un problème jouet, toujours l'état W, mais dans lequel on a maintenant rajouté des phases aléatoires. Donc on choisit pour chaque qubit une certaine phase, on les tire selon une distribution selon une certaine distribution de probabilité, uniforme, je pense, dans ce cas-là. Et puis on essaie de reconstituer l'état qui a maintenant des phases. Et donc ça, c'est les phases exactes pour 20 qubits. Et puis ça, c'est la reconstitution. Et ici, en bas à droite, toujours tiré du même article, j'ai mis l'exemple où on entraîne le système, non pas sur des mesures répétées sur le système, mais sur des mesures faites au cours de l'évolution temporelle du système. Donc Giuseppe aujourd'hui va nous parler, je pense, de comment on applique ces méthodes de réseau de neurones pour décrire l'évolution temporelle du système. Ici, c'est les mesures, mon ensemble de données qui est généré par évolution temporelle, et c'est de la tomographie reconstituée par ces données au cours d'une certaine histoire temporelle. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'articles sans les discuter en détail, juste pour ouvrir un petit peu sur des développements plus récents. Donc, il y a cet article-là, toujours dont le premier auteur est toujours Giacomo Torlai, que j'aime bien, parce que maintenant, il s'agit de vraies données expérimentales. Et évidemment, la complication quand on utilise des vraies données expérimentales, c'est qu'il y a une erreur de mesure. Et la manière dont cette question a été gérée dans cet article, qui est en collaboration avec le groupe de Misha Lukin, où les expériences ont été faites, c'est d'ajouter à la machine de Boltzmann une couche supplémentaire qui fait l'interface, en fait, entre les mesures expérimentales et la reconstitution par RBM. Donc, ici, maintenant, il faut distinguer la couche d'entrée du RBM, qui est ma base de calcul, et puis les taux
qui sont les résultats de la mesure projective. Donc je mesure, ou les auteurs mesurent leur Rydberg array, qui ici contenait 8 atomes. Ça donne un certain résultat tau, qui est une séquence de bit string. Et il s'agit de convertir ces taux en sigma, qui sont ce que j'aurais dû mesurer si il n'y avait pas d'erreur expérimentale. Donc évidemment, ce n'est pas une solution miraculeuse. Le système ne va pas trouver les erreurs expérimentales lui-même. Il faut fournir au système une information sur l'estimation des erreurs. Donc voilà, on donne les probabilités conditionnelles, qu'on suppose connues, ou estimées tout au moins, de mesurer 1 si mon bit était effectivement dans l'état 1. Donc ça, c'est P de taux sachant sigma, ou bien de mesurer 0 si mon système était dans l'état 1, donc si j'ai fait une erreur. On se donne ces valeurs et on peut les représenter par ce petit réseau, si vous voulez, mais bon, dans lequel on a des poids et des biais purement locaux. Et il faut faire un petit peu attention, enfin ça demande un peu de réflexion, sur la manière de calculer les gradients de la fonction de coût, qui vont faire intervenir des probabilités conditionnelles de sigma sachant tau ou de tau sachant sigma. Je ne vais pas discuter ça en détail par manque de temps, mais je vous réfère à cet article sur la manière dont tout ça a été fait. Donc je crois qu'ils appellent cette couche une denoising layer, quelque chose comme ça. Mais je pense que vous avez en gros compris simplement l'idée de base. Et donc voilà un exemple de reconstitution de différentes quantités. Donc ça, c'est par exemple x bar, dans les notations typiques des gens qui font du calcul quantique, c'est la valeur moyenne de sigma x, en fonction de, je pense qu'ici delta, c'est le detuning, tout à fait les mêmes notations qu'avant, à vérifier. Donc ce que vous avez ici, c'est la comparaison entre 3 choses: les expériences, la reconstruction par cette méthode de tomographie, et une simulation du système par une évolution temporelle décrite par un opérateur de Lindblad, en supposant un certain type de décohérence. Donc on fait une hypothèse sur la nature de la décohérence dans le système, et puis on simule le système par simulation d'une équation maîtresse avec un terme de Lindblad. Et donc vous voyez par exemple que sur cette quantité, il y a un très bon accord entre la reconstruction et les expériences, donc c'est les carrés et les croix, mais la simulation par Lindblad marche bien dans ce régime, mais moins bien dans ce régime, ce qui veut probablement dire que les informations qu'on a mises pour construire notre opérateur de Lindblad ne reflètent pas en fait de manière fidèle les processus de décohérence dans le système. Bon, voilà un exemple où, en quelque sorte, ces méthodes de tomographie par réseau de neurones ont été directement intégrées dans le traitement de données expérimentales. Alors maintenant, je veux juste rapidement vous signaler quelques articles intéressants que j'ai moi-même pas étudiés en détail, mais qui peuvent être l'objet de lectures ultérieures. Alors, toujours dans le premier article que j'ai cité de 2018, les auteurs ont également montré comment il était possible, et ça c'est très intéressant, comment il était possible de reconstituer l'entropie d'intrication et de manière générale les entropies de Rényi. Donc quand on fait une partition du système, on prend la matrice densité réduite sur une partition du système et puis on peut calculer la trace de cette matrice densité à une certaine puissance alpha. Ça définit ces entropies de Rényi. Et en fait, il y a une astuce qui permet de calculer ces entropies de Rényi en faisant une réplique du système, donc en considérant 2 copies du système. Si vous voulez savoir comment ça marche, demandez à notre séminariste, qui est l'auteur de cet article. Je ne vous ai pas parlé de matrice densité. Vous avez remarqué qu'au début, j'ai dit que le but, c'était de reconstruire la matrice densité. Et puis après, je me suis bien gardé de supposer autre chose que d'avoir un système dans un état pur. On peut généraliser cette représentation de réseau de neurones
à une matrice densité. Donc voilà un article qui le fait, de 2018 également. Ah oui, cet article-là, il a proposé d'intégrer ces méthodes de réseau de neurones au simulateur quantique pour réduire en fait la variance de mon état au cours de la simulation. Donc là aussi, vous pouvez demander à notre orateur d'aujourd'hui. Et puis, je signale également le fait que cette reconstitution tomographique ne se limite pas aux machines de Boltzmann. On peut utiliser d'autres structures de réseaux de neurones, et ça, c'est un exemple d'article récent qui utilise des réseaux de neurones convolutionnels pour faire de la tomographie. Voilà, je suis un petit peu en avance, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions, elles sont bienvenues.